Bonjour! Avez-vous déjà envoyé un message à quelqu'un? Nous sommes en 2023. La question était rhétorique. Tout le monde a déjà conversé avec un ami, alors que plusieurs kilomètres les séparaient. Ce dont je vous parle semble anodin, mais le premier bonjour d'Internet date du 29 octobre 1969. Mais qu'arrive-t-il si on veut lancer des sujets de conversation avec n'importe qui? Eh bien, en 1997, des jeunes informaticiens de génie y ont pensé. Tout ne s'est évidemment pas fait en une année, bien sûr, mais l'idée d'avoir un profil éditable sur Internet et de pouvoir envoyer des messages à d'autres personnes ayant chacun son propre profil était née, et l'idée allait très rapidement se développer. Le moment où je vais vous amener est l'année 2006, le 26 mars plus précisément, où naît un petit oiseau bleu, rapidement devenu populaire. Je vous parle bien évidemment de Twitter. Il avait pour but de permettre aux utilisateurs de partager leur quotidien. On était déjà très proche de la version actuelle, non? En effet, le concept d'un réseau social est déjà tellement précis. Je vous rappelle qu'on part du postulat qu'on cherche à parler avec n'importe qui, de n'importe quoi, et que seule la forme va changer. Ici, on est sur du 100 caractères pour ses débuts, puis 280 encore aujourd'hui, avec un fil d'actualité pour faciliter les échanges sur des sujets du moment, avec des fonctionnalités comme la mention du arrobase pour s'adresser à quelqu'un en particulier, les hashtags pour baliser les discussions et bien sûr les retweets, terme lié au réseau social où l'on partage les tweets des autres. Et on est alors en 2009, lors de cette innovation. Depuis 2013, Twitter est entré en bourse et ne fait que croître depuis. À ce moment, l'application a dépassé les 500 millions d'utilisateurs totaux. La plateforme reste encore, aujourd'hui, l'une des plus connues et utilisées au monde. En 2022, les chiffres étaient de 238 millions d'utilisateurs actifs. Mais dès 2022, tiens, ne serait-ce pas l'année où un certain multimilliardaire a dépensé 44 milliards de dollars pour acheter le site? Elon Musk est un magnat des affaires et un investisseur, étant fondateur et PDG de plusieurs entreprises. Il a acquis sa fortune en fondant des entreprises innovantes, qu'il parvient à faire racheter par des entreprises plus grandes. Étant toujours dans les bons coups, il dispose de sociétés focalisées sur les vols spatiaux, les véhicules électriques, les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle, la neurotechnologie et bien sûr les réseaux sociaux. Étant très actif sur Twitter, il a relevé divers problèmes sur la plateforme et étant une parfaite représentation de l'expression « on n'est jamais mieux servi que par soi-même », il lance une offre d'achat de la société le 14 avril 2022 de 44 milliards de dollars que Twitter finit par accepter le 25 avril. Musk avait annoncé qu'il se battrait contre les spambots et pour la liberté d'expression. Nous n'allons pas parler de toutes ces contributions et controverses, mais plutôt faire un parallèle avec ses actions et l'état de notre société pour comprendre ses agissements et en tirer des conclusions qui pourront amener à des débats. Commençons par comprendre dans quel état était Twitter avant le rachat, de par son algorithme qui a tendance à promouvoir les avis les plus partagés, que ce soit positivement mais surtout négativement. Il est monnaie courante de voir se propager une cyber-haine. La modération étant trop faible, moins de 2000 personnes pour environ 400 millions d'utilisateurs, les tweets de haine, de menaces, mais aussi les communications controversées ou qui font de la désinformation ne sont pas supprimés et pire encore, ils sont mis en avant par la plateforme elle-même. Il existe néanmoins des avantages à être sur Twitter. La plateforme est accessible et rapide, elle offre un bon divertissement avec beaucoup d'utilisateurs actifs, elle offre aussi une forte visibilité à qui parvient à être mise en avant par la plateforme, et surtout le bouche à oreille est instantané, et donc s'il est bien maîtrisé, il est très efficace pour partager avec les autres, donc la plateforme parfaite pour notre postulat de départ. D'ailleurs, en parlant de la communication instantanée, faisons un petit parallèle avec le monde du travail. Actuellement, 4 générations sont actives, dont notamment la dernière génération, la nôtre, qui pense, vit et communique avec les réseaux sociaux. Nous sommes nés dedans, avons grandi avec et sommes à l'aise avec les outils technologiques. Devant travailler avec nous, les générations précédentes sont celles qui ont dû s'adapter à la nôtre, et il n'est pas rare de voir des jeunes community managers à la tête de la communication de grandes marques sur Twitter. On pense notamment à Inos en France ou Amazon Prime Video, avec leurs tweets humoristiques, ou Decathlon et Danette, qui est une marque très appréciée sur Twitter, ou même Netflix, qui est un vrai mastodonte avec ses 6,5 millions d'abonnés. Twitter n'est bien sûr pas seulement utilisé par les marques, mais également par les personnalités publiques. Nous n'allons pas parler des politiciens, car ce point est censé présenter les actions positives de la plateforme, et la politique n'est généralement pas un sujet positif, surtout en ce moment. Bien qu'on pourrait quand même faire une prétérition là-dessus, en annonçant que la politique était évidemment le sujet numéro 1 sur Twitter ces dernières années, non, parlons plutôt des avantages à être sur Twitter.
La plateforme est régulièrement utilisée par les artistes qui cherchent à faire connaître leurs œuvres et l'on peut parfaitement remplir ses abonnements et son fil d'actualité d'œuvres artistiques. Sur un autre sujet culturel, on peut ne suivre qu'un seul type de contenu, dit de niche, pour en apprendre plus. Nous vous parlerons tout de même, plus tard, de l'effet bulle de filtre, mais si on utilise Twitter que pour suivre et partager du contenu en rapport avec un loisir, il n'y a pas de risque. Enfin, il y a bien sûr les informations, mais ce sujet est très sensible, car très fortement sujet à la désinformation. La désinformation. Bien sûr que c'est un sujet courant sur Twitter. Pas seulement avec les actualités, mais aussi et surtout en rapport avec des personnes précises. En rachetant Twitter, d'ailleurs, Elon Musk prévoyait de lutter contre le manque de liberté d'expression. Il a donc racheté le réseau social pour supprimer quelque chose qui n'était pas déjà un problème à la base. Ce qu'il faut lutter contre, ce sont les bulles de filtre. Prenons le cas d'Amouranth, jeune streameuse américaine connue pour ses dérives sur Twitch. Quoi qu'on en pense, elle a récemment annoncé que son contenu était forcé par son mari qui la menaçait. Depuis lors, deux camps se sont dessinés. Ceux qui pensent comme elle qu'elle est victime, donc ceux qui la soutiennent, et les sceptiques, qui pensent qu'elle est manipulatrice et qu'elle a probablement tout inventé. Voilà l'état des lieux. On n'est pas à la justice, donc on ne va pas apporter notre avis. Ce qu'il faut remarquer est que ces deux camps ne s'apprécient pas, au contraire. Par exemple, si le camp B est par le camp A, ils s'entretuent. On peut voir facilement ces discussions sur Twitter qui sont toujours stériles car il y a une intolérance profonde qui s'est développée au niveau des avis divergents. Reprenons notre postulat. Les réseaux sociaux avaient pour but de permettre à n'importe qui de parler à n'importe qui de n'importe quoi. Alors pourquoi nous ne sommes plus capables de communiquer convenablement à quelqu'un qui a un avis différent ? Une partie de la réponse est le phénomène de bulle de filtre qui touche l'écrasante majorité des réseaux sociaux. Les algorithmes de recommandation qui alimentent les fils d'actualité des publications susceptibles d'intéresser les utilisateurs ne présentent régulièrement que des contenus similaires entre eux. Sans entrer dans les extrêmes, les camps présentés précédemment ne sont composés que de personnes ayant un avis similaire, car tous n'ont vu passer que des avis similaires aux leurs et donc ont vu cela comme une preuve que leur pensée est la vérité, alors qu'on n'en sait rien. Et lorsqu'on parle à ces personnes avec un autre avis, ils se braquent instantanément. Certes, nous sommes libres de parler, mais est-ce vraiment ça l'objectif des réseaux sociaux ? On peut penser à tort que le problème vient des réseaux sociaux, mais regardons de plus près cet exemple. Nous avons un fait divers avec le cas d'Amouranth qui ne concerne qu'elle, son mari, et peut-être ses deux chiens. Et nous avons plus de 100 000 personnes qui se déchirent, s'insultent, se menacent et gâchent leur soirée autour de ce fait divers. Le rôle des réseaux sociaux dans ces cas-là est de ne pas promouvoir ce genre de pratique. Malheureusement, ce genre de sujet fait parler et donc provoque de l'activité et du flux. Ce qui est bon pour la plateforme qui voit son activité augmenter. Car pour elle, un message est un message. Le problème n'est pas, comme le pense Elon Musk, le manque de liberté d'expression. Le problème est que nous ne savons plus nous parler. Les réseaux sociaux ont apporté une révolution en matière de communication qui est capable du meilleur en permettant la mise en relation d'individus et de rendre n'importe qui émetteur d'informations virales, pour peu qu'il maîtrise les codes grammaticaux de la plateforme, comme du pire, car tout le monde s'exprime sans filtre avec une liberté d'expression presque totale selon la plateforme, permettant la diffamation et la désinformation. Nous assistons aujourd'hui à un appauvrissement du débat d'idées alors que jamais auparavant l'être humain ne pouvait communiquer avec autant de personnes. Encore faudrait-il qu'on fasse quelque chose de bien avec cette nouvelle technologie. C'est vrai quand on y réfléchit, à quoi ressemblerait une éducation aux réseaux sociaux qui permettrait d'en tirer le meilleur usage ?